Ok, bon, je démarre. Je démarre et je coupe mon micro, hein. D'accord. Bonjour à tous, je vous propose d'attendre encore quelques secondes avant de démarrer notre webinaire. On attend encore quelques participants et on va pouvoir commencer. Bien, donc bienvenue à tous au sein du Salon Go, le salon de la création et reprise d'entreprise qui est organisé chaque année par les chambres de commerce et chambres de métiers de la Moselle. Malheureusement, cette année, compte tenu du contexte sanitaire, on ne peut pas faire ce salon en présentiel, mais on vous propose durant plusieurs jours des webinaires qui vous permettent d'obtenir tout de même toute l'information nécessaire à la conduite de votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Et ce matin, notre webinaire va parler de digitalisation. Donc, comme vous le voyez à l'écran, pas de création, pas de reprise d'entreprise sans digitalisation. Donc, il y a déjà, on va se présenter. Donc, je suis Corinne Hubert, la responsable du service performance commerciale et numérique de la CCI de la Moselle. À mes côtés, Geoffrey Mick, qui est conseiller numérique et innovation à la Chambre des métiers. Bonjour à tous. Et nous avons également à la production Thomas Frichet, qui est conseiller numérique également à la CCI de la Moselle. Donc, on vous propose une présentation sur 45 minutes en deux grandes parties. Premièrement, le digital. Qu'est-ce que c'est que le digital et pourquoi? On va vous dire pendant 45 minutes qu'il faut absolument l'intégrer. Pourquoi faire? Donc, on va avoir une première partie plutôt théorique et une deuxième partie un peu plus longue de mise en pratique et d'intégration des outils numériques dans votre entreprise. Voilà. Alors, digitaliser son entreprise, qu'est-ce que c'est? La digitalisation, en fait, c'est utiliser des procédés qui sont liés à Internet et à l'informatique dans le quotidien de votre entreprise. Alors avant, c'était informatiser son entreprise. Il y a une trentaine d'années, on parlait d'informatisation. Aujourd'hui, c'est ça, c'est l'informatique, j'ai envie de dire un peu démocratisée, plus facile d'accès, accessible à tout à chacun pour fonctionner au quotidien et bien évidemment dans l'entreprise. Donc le digital, le numérique, c'est pareil, hein, pas de faux débat, c'est simplement le terme français numérique de digital en anglais. Voilà, on a simplement francisé ce terme. Aujourd'hui, vous le savez, tout évolue, nos modes de fonctionnement évoluent. Petit parallèle, avant, on envoyait des courriers papier par la poste, ça mettait 2 ou 3 jours pour arriver. Aujourd'hui, on envoie un email, 30 secondes après, le destinataire a l'information. Hier, le prestataire de service, le commerçant, il envoyait à ses clients ou à ses prospects un catalogue papier ou des petites affichettes. Aujourd'hui, on a un site vitrine et on présente ses produits sur le site. Avant, on allait acheter en boutique et seulement en boutique, où on se rendait dans le local de notre artisan pour prendre un rendez-vous. Eh bien, aujourd'hui, on va là aussi sur son site, on achète en ligne, on réserve en ligne. Donc, vous voyez, une évolution, une transformation fondamentale du mode de fonctionnement. Tout devient aujourd'hui numérique, même avec l'État. L'État, aujourd'hui, nous demande de faire nos déclarations d'une manière dématérialisée. On n'envoie quasiment plus de documents papier. La déclaration de TVA, elle se fait en ligne. La déclaration d'impôt, elle se fait en ligne. Avec vos donneurs d'ordre, vous verrez, c'est pareil. Les appels d'offres sont dématérialisés. Avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, ce sera pareil. On a vraiment une dématérialisation des transactions. Donc, une profonde évolution du monde économique, une profonde évolution du monde de la consommation, mais pour répondre également à une demande des clients. C'est-à-dire que ce sont eux, prioritairement, qui veulent consommer d'une autre façon. Donc, on est obligé de répondre à leurs demandes
en utilisant les outils numériques. Voilà pourquoi il faut vraiment les intégrer dès le début dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Il est indispensable de se numériser si on veut rester dans la course, parce que si vous ne le faites pas, eh bien vos concurrents vont le faire. Donc vous allez perdre des parts de marché. Alors, côté entreprise, qu'est-ce que ça va apporter le numérique? On voit que les dirigeants, si on se réfère à une récente étude de 2 grands cabinets internationaux que sont BCG et EY, on voit que les dirigeants qui utilisent le numérique, eh bien, témoignent pour 72% d'entre eux que ça facilite grandement la communication avec leurs clients. C'est également un réel bénéfice pour leur entreprise. Pour 68% d'entre eux et pour 92% d'entre eux, ils considèrent que la vente en ligne est indispensable ou utile à leur activité. Donc, pas le choix, il faut vraiment passer par le digital. Et côté client aussi, on voit que c'est très très important de pouvoir leur proposer des solutions dématérialisées. Les consommateurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Avant, on voulait acheter quelque chose, on allait, comme je vous ai dit, déjà dans la boutique. Maintenant, la recherche se fait préalablement sur Internet. En famille, le soir ou seul, dans son canapé, eh bien, les clients, les consommateurs, vos futurs clients, ils vont regarder sur Internet ce que vous proposez. Et 56% d'entre eux vont faire une recherche sur mobile, c'est-à-dire sur leur smartphone ou sur leur tablette. Donc, ça veut dire que, attention, si vous créez un site Internet, il faudra automatiquement qu'il soit responsive, c'est-à-dire qu'on puisse le consulter très facilement sur mobile. Donc, ils vont faire une première recherche sur Internet et ils vont soit commander en ligne, soit se rendre dans le magasin, dans votre boutique ou dans votre local. Donc, ça ne veut pas dire que le site Internet, c'est la mort du commerce traditionnel, pas du tout, mais c'est une autre approche de vos produits ou de vos services. Si vous proposez le click and collect, vos clients, quand ils vont venir dans vos magasins, eh bien, 28% d'entre eux vont en plus faire une vente, faire un achat additionnel quand ils se rendront dans votre point de vente. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une complémentarité entre la vente en ligne et la vente en magasin. Il ne faut pas oublier que le e-commerce en France, c'est quand même 100 milliards d'euros et qu'il y a 40 millions de Français qui ont déjà acheté en ligne. C'est énorme. Et en plus, il y a 98% des acheteurs qui sont contents de leur achat sur Internet. Ça veut donc dire que ça ne va pas s'arrêter demain. On a une augmentation des ventes en ligne, une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années, avec un grand taux de satisfaction. Donc, c'est quelque chose qui va encore se développer. Alors, d'une manière générale, le numérique, c'est plus de visibilité. On augmente largement sa diffusion d'informations, de produits, de services auprès de ses prospects, auprès de ses clients. Donc, c'est une génération de chiffres d'affaires supplémentaires. C'est également plus de rentabilité parce que là, je vous ai essentiellement parlé de visibilité, de communication, mais le digital, c'est aussi tous les outils numériques qui vont nous permettre d'avancer plus vite, d'être plus efficaces, d'être plus rentables, de limiter nos risques d'erreur parce que malgré tout, l'erreur est humaine, comme on dit, mais les machines, les logiciels, eux, font moins d'erreurs que nous. Donc, on va être plus performant si on utilise, là encore, des applications, des logiciels pour faire le travail à notre place. On va éviter les tâches redondantes, on va pouvoir partager des documents grâce aux outils collaboratifs, on va travailler en temps réel, on va limiter nos déplacements grâce à la visioconférence, on va pouvoir travailler en délocalisé, pas forcément depuis son bureau. Donc, il y a vraiment un intérêt indéniable à tout ceci. Et puis, qu'est-ce qui va être, quelles sont les missions et les postes de l'entreprise qui sont concernés? Eh bien, tous. Le numérique, il est présent partout. Quelle que soit votre activité, que vous soyez un commerçant, que vous soyez un artisan, un prestataire de services, un industriel, que vous travaillez dans le BTP ou dans l'hôtellerie-restauration, partout, vous allez pouvoir utiliser les outils numériques. Et puis, les missions, les postes, ça va être de l'achat, ça va être de la vente, ça va être de la communication. Gestion des stocks, pilotage d'activités, ressources humaines, tout y passe, j'ai envie de dire. Donc,
Au niveau de la communication, quelques exemples. Ça va être quoi? Ça va être des réseaux sociaux selon votre cible. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Geoffrey Mick de la CMA va prendre le relais là, dans quelques secondes pour vous détailler un petit peu toute l'utilisation des outils numériques dans les différents postes d'une entreprise. Mais la communication, ça va être les réseaux sociaux, ça va être des newsletters, vous savez, du contenu que vous allez envoyer via emailing à vos clients, à vos prospects. Ça va être l'alimentation de blogs, ça va être des forums, des foires aux questions. La vente, ça va être de la présentation de services en ligne, de produits, je l'ai déjà dit, de la vente en ligne. Vous pouvez également être sur des places de marché. En Moselle, nous, on a déployé depuis près de 15 ans maintenant achatmoselle.com, qui est une place de marché qui vous permet très facilement, et en plus il y a 3 mois gratuits pendant le confinement, très facilement de mettre en ligne vos produits, d'avoir votre propre nom de domaine. La connaissance des clients, le suivi d'activités, il y a des CRM ou GRC. L'achat, on a des plateformes, on a des sites. La gestion de stock, on a des logiciels dédiés avec un lien vers les caisses, vers de la facturation aussi certaines fois. Le pilotage de l'activité, là aussi tout un panel de logiciels et d'applications pour suivre votre chiffre d'affaires, pour gérer vos réservations, pour de la prise de rendez-vous. Alors, les activités CHR, malheureusement, j'ai envie de dire actuellement, c'est un petit peu plus tendu, mais on peut avoir de la réservation de click and collect. Pour les artisans, pour les services à la personne, pour le médical, ça se développe énormément également. Donc, tout ça, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre d'anticiper, de piloter votre activité et vous aider dans la prise de décision au quotidien. Donc, c'est vraiment impératif. Et puis, si vous avez des collaborateurs, eh bien, vous pourrez également gérer les payes, les compétences, faire des suivis de carrière, gérer les congés, voilà, le recrutement. Il y a tout un tas de choses. Donc, c'est sans fin, sans limite. Et je laisse maintenant la parole à Geoffrey qui va rentrer un petit peu plus dans l'aspect pratique des outils digitaux. À toi, Geoffrey. Merci beaucoup, Corinne, pour cette introduction. Donc effectivement, beaucoup de choses sont concernées par le numérique et sont transformées par le numérique. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, que vous devez sans doute vous poser, c'est comment digitaliser votre entreprise. Que vous soyez dans une création d'entreprise ou dans une reprise d'entreprise, la question va se poser. Où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment vous inviter à ne pas penser la digitalisation comme un sujet à part, mais vraiment comme quelque chose qui concerne l'intégralité des sujets que vous allez traiter dans le cadre de votre activité, puisque tous les secteurs de compétences de votre entreprise sont concernés par la digitalisation. Donc ça doit être une réflexion qui vous occupe quand vous faites différentes missions liées au développement de votre activité. Donc on va rentrer par cette approche par mission et voir comment le numérique peut être pertinent dans le cadre de la création de votre entreprise. Donc le premier point, ça va être au niveau de l'implantation de l'entreprise, où effectivement, vous avez envie de créer une activité, mais il faut pouvoir informer vos clients que vous existez et que vous avez des choses à leur proposer. Et c'est là qu'on va parler effectivement de référencement, un terme que vous avez sans doute déjà entendu, qui est le fait de faire en sorte qu'on puisse vous trouver sur le web et qu'on puisse obtenir des informations par rapport à votre entreprise. Où est-ce qu'elle est située? Comment vous contacter? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Est-ce que vous avez une adresse email? Est-ce que vous avez un site web? À quelle heure est-ce qu'on peut venir vous rendre visite quand vous avez un point de vente? Est-ce que vous proposez d'autres services comme la livraison à domicile ou la vente en ligne? Tout ça, c'est des informations qui doivent être présentes sur le web pour que vous puissiez trouver des clients, ou plutôt, j'ai envie de dire, pour que les clients puissent vous trouver. Donc là, vous avez quelques exemples de solutions bien connues. Google My Business, qui vous permet d'être référencé sur Google Maps. Vous avez Solocal, qui est le nom de l'outil qui gère les pages jaunes. Et vous avez également Mappy, qui jusqu'à maintenant était géré par Solocal, mais qui va être géré indépendamment. Donc, c'est 3 solutions qui permettent de vous référencer sur le web et avec lesquelles vous pouvez créer un premier lien avec des clients potentiels. Et pour ça, on va vous donner un bon exemple. Si je tape couvreur Bouzonville dans Google, vous allez voir que Google me propose immédiatement, non pas simplement des sites sur lesquels aller, mais une page dans les résultats de la recherche avec des propositions. On a ici des entreprises qui émergent.
on sait quelle activité elles font, on sait si elles sont fermées ou ouvertes, on sait comment les contacter. On nous propose même d'aller sur leur site web si elles en ont un ou un itinéraire pour leur rendre visite. Et on a aussi des avis sur l'entreprise. Donc tout ça, c'est parce que l'entreprise a fait l'effort de se référencer sur Google My Business. Donc en fait, ça vous donne déjà un avantage concurrentiel d'une certaine manière. Et c'est quelque chose à ne pas négliger, puisque si vous êtes couvreur dans la région de Bouzonville et que vous n'êtes pas présent sur cette page-là, ben déjà vous partez avec du retard par rapport à vos concurrents. Et un autre point que vous pouvez voir ici, on en a parlé rapidement, c'est la question des avis. Aujourd'hui, les internautes notent absolument tout, pas uniquement les repas qu'ils vont manger au restaurant. Et ça a un impact réel sur la présence de votre entreprise sur le web. Puisque par exemple, si vous êtes mal noté sur Google My Business, Google va moins vous mettre en avant quand on va taper coureur Bouzonville ou boulanger Metz ou poissonnier Sarreguemines, peu importe l'activité qui vous correspond. Donc c'est important de faire en sorte de satisfaire vos clients dans un premier temps et de répondre aux avis aussi que vous pouvez récupérer sur ces plateformes. Donc déjà, rien que pour faire savoir aux clients que vous êtes présent, il y a un impact énorme du numérique. Ensuite vient la stratégie de communication. Vous allez vouloir pas seulement dire à vos clients que vous existez, mais vous allez vouloir les convaincre de venir chez vous, leur parler de ce que vous faites, de vos produits, de votre magasin ou de votre activité. Et pour ça, les réseaux sociaux, c'est un outil évident. On est tous utilisateurs des réseaux sociaux, ou presque, et ça nous paraît évident d'aller les utiliser pour notre activité également. Mais il faut encore savoir les utiliser correctement. On n'utilise pas les réseaux sociaux pour une entreprise professionnelle comme on le fait dans le cas de sa pratique privée. Quand on va communiquer en tant qu'entreprise, on va chercher à construire une certaine image de notre entreprise, d'une certaine façon dont les gens vont l'apercevoir, qui va leur faire dire « Ok, cette entreprise, elle est qualitative, j'ai envie de m'intéresser à eux, potentiellement j'ai envie de travailler avec eux si vous êtes prestataire de service. » Et pour ça, en fait, vous allez devoir faire un travail qu'on appelle un travail d'engagement. C'est à vous d'aller chercher les clients sur les réseaux sociaux et de leur donner l'information qu'ils attendent. Et pour ça, il va falloir apprendre à les connaître dans un premier temps. La première question à se poser, c'est qui sont vos clients? Et ça relève de l'étude de marché que vous avez pu déjà faire, de savoir si votre potentiel de clients, c'est plutôt des clients particuliers ou des clients professionnels. S'ils ont un profil démographique particulier, est-ce que vous touchez une cible spécifique, plutôt des personnes jeunes, plutôt des personnes âgées, plutôt des personnes dans une zone géographique spécifique ou avec des besoins spécifiques? Tout ça, c'est des choses à prendre en compte pour savoir comment vous allez leur parler. Donc, quand vous faites un travail commercial, vous adaptez votre message à la personne que vous avez en face de vous. C'est exactement pareil quand vous allez prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et se pose alors la question de savoir où prendre la parole sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être des préférences pour Facebook ou pour Instagram, mais ce qui va être important, c'est où sont vos clients. Si vous avez une cible qui est majoritairement jeune et qui est majoritairement présente sur Instagram, même si vous êtes plus à l'aise avec Facebook, ça sera potentiellement une perte de temps d'essayer de communiquer sur Facebook, de créer une communauté sur Facebook, puisque vos clients n'y seront pas. Donc c'est une question à se poser, est-ce que mes clients sont sur Facebook ou est-ce qu'ils sont sur d'autres réseaux sociaux? Est-ce que je ne dois pas apprendre à aller communiquer avec eux sur d'autres plateformes? Et le dernier point, mais pas le moins important, c'est que souhaitent-ils? Que souhaitent-ils par rapport à votre entreprise? Vous proposez un certain type de produit, un certain type de service. Quelle information est importante pour vos clients et peut servir à dialoguer avec eux? Mais au-delà de ce qu'ils recherchent par rapport à votre produit ou service, il y a aussi la question de se poser sur les centres d'intérêt de votre clientèle. Dans le sens où si vous proposez, par exemple, si vous faites un travail de maçonnerie, c'est votre savoir-faire, c'est votre profession, mais vos clients sont sans doute pas passionnés par la maçonnerie, ils sont passionnés par d'autres choses. Donc ça peut être intéressant de leur parler éventuellement de choses qui les intéressent et pas que des prix de vos produits, du dernier produit que vous avez sorti. C'est important, mais il y a peut-être d'autres choses à faire pour créer un lien de proximité avec eux, ce qui va vous permettre derrière d'être plus proche de vos clients et de générer plus facilement des ventes. Je vous donne un exemple rapide de ça. On est ici sur un café qui est basé à Metz et qui, début septembre, en fait, a des montgolfières qui sont passées au-dessus de son point de vente
lors de l'organisation des Montgolfiades à Metz. Donc, c'est des décollages de montgolfières tous les soirs pendant une semaine. Eh bien, ils ont simplement pris une photo des montgolfières qui passaient au-dessus de leur point de vente avec un petit message, on a de la visite Montgolfiade de Metz. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de vendre des madeleines ou de vendre des cafés, mais ça inscrit le commerce dans son implantation locale. Il montre qu'il vit les mêmes choses que ses clients locaux. Quand on est un café, on a une clientèle cible qui est les gens qui vont habiter ou qui vont venir autour de notre point de vente. Donc c'est important de leur montrer qu'on est dans cet écosystème-là et qu'on n'est pas juste en train d'essayer de vendre des madeleines, qu'on participe à quelque chose d'autre. Et vous voyez que c'est une publication qui a quand même généré 68 likes. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un beau chiffre déjà pour créer un petit peu quelque chose de plus que simplement venez goûter nos madeleines. Donc j'espère que ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on veut dire quand on parle d'un message qui va au-delà de simplement essayer de vendre, mais de vraiment créer un lien de proximité avec vos clients. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre en photo toutes les montgolfières que vous allez voir dans le ciel, mais simplement trouver la façon dont vous souhaitez communiquer avec vos clients et pas simplement parler de ce que vous voulez leur vendre. C'est vraiment un équilibre à trouver à chacun et de toute façon, le plus important, c'est de se lancer et de peaufiner au fur et à mesure, de professionnaliser la façon dont vous allez interagir avec eux. Un petit mot sur les différentes plateformes rapidement, puisque se pose la question de comment choisir quelle plateforme sociale utiliser. Donc ici, vous avez les principales. Vous avez Facebook qui est vraiment qui est l'équivalent, on va dire, en termes de réseaux sociaux de Google. Vous pouvez en utiliser d'autres, mais c'est vraiment le réseau central sur lequel vous aurez une audience très large, bien que de moins en moins de personnes jeunes utilisent Facebook. Mais vous avez une audience très large et c'est surtout un point où les consommateurs vont souvent aller chercher de l'information sur une entreprise. Je prends l'exemple, s'il y a un nouveau commerce qui va ouvrir dans mon quartier, je vais voir le nom du commerce et je vais aller taper dans Google le nom du commerce et ça va me rediriger sur Facebook et je vais pouvoir voir un petit peu qui ils sont, comme sur Google My Business en fait, où ils sont, quand est-ce qu'ils sont ouverts, qu'est-ce qu'ils proposent, toutes ces informations-là. Facebook, c'est un bon média finalement pour proposer ces informations-là. On parle très rapidement de Twitter parce que c'est un très gros réseau social aussi, mais il n'est absolument pas adapté à la communication des entreprises indépendantes. C'est un réseau social qui est vraiment plus centré sur l'actualité, la politique, qui peut être très dur des fois dans les échanges qu'il y a dessus. Donc nous, on vous déconseille de l'utiliser comme moyen principal de connexion avec vos communautés. Faut vraiment avoir une activité très très spécifique pour que ce soit pertinent pour vous. En revanche, Instagram peut être très intéressant puisque Instagram est centré sur le partage d'images très qualitatives qui vont potentiellement mettre en valeur vos produits et qui vont s'adresser à une population beaucoup plus jeune que Facebook, qui va être à la recherche un peu des dernières tendances et à la recherche de contenu qualitatif. Donc si vous avez des beaux produits à mettre en valeur, si vous avez des produits ou des services qui touchent une population plutôt jeune et à la recherche de ces tendances, Instagram peut être très pertinent pour vous. Pinterest, c'est un réseau dont on parle beaucoup moins, qui a une audience beaucoup plus réduite que les autres, mais qui peut être aussi très pertinent pour certains d'entre vous, puisque c'est un réseau qui va beaucoup servir aux gens qui recherchent de l'inspiration pour un projet. Par exemple, s'il y a un projet de redécoration de l'intérieur de la maison, certaines personnes vont aller sur Pinterest pour chercher de l'inspiration, pour redécorer un salon, redécorer une chambre ou même refaire leur jardin. Va y avoir beaucoup de pratiques comme ça sur Pinterest. Et surtout, Pinterest permet de mettre en avant vos produits dans des belles photos qui les contextualisent et permet de rediriger le trafic de Pinterest vers votre site web pour potentiellement prendre contact avec l'entreprise ou réaliser une vente. Et les deux derniers, ça va être Snapchat et TikTok, qui vont être des réseaux qui vont avoir une population vraiment plus jeune. Là, on parle vraiment des 12-25 et j'ai presque envie de dire un peu plus des 12-18 que des 18-25. Donc, c'est pour des consommateurs qui vont être plus jeunes et c'est des plateformes qui ont beaucoup de codes à apprendre. C'est pas les plus faciles à prendre en main, c'est pas les plus faciles sur lesquels communiquer. Mais si vous avez une population de clients qui est très jeune, 18-20 ans, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Autrement, c'est pas forcément celui qu'on vous recommanderait de privilégier. Donc on a parlé de l'implantation, on a parlé de la communication sur les réseaux sociaux.
vient aussi la question du site vitrine. On parle beaucoup de e-commerce en ce moment, mais avoir un site vitrine, c'est quelque chose à ne pas négliger, puisque à la différence des réseaux sociaux, vous devez vraiment faire avec les codes qu'on vous impose. Le site vitrine, c'est un endroit à vous, que vous maîtrisez, et sur lequel vous allez pouvoir parler de votre activité comme vous l'entendez. Donc c'est un moyen de connecter directement avec vos consommateurs, qui vous donne une visibilité supplémentaire aussi, parce que vous avez plein d'informations que vous pouvez diffuser sur votre entreprise, et le fait d'avoir un site web peut avoir un impact positif sur votre référencement aussi dans Google My Business, par exemple, puisque dans Google My Business, vous pouvez renseigner votre site web, et Google va privilégier les entreprises qui ont un site web quand elle va recommander des entreprises aux consommateurs, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple du couvreur à Bouzonville. Ça permet aussi de faire des choses que vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous voulez prendre contact avec vos clients, leur demander leur adresse mail pour pouvoir les recontacter ensuite, envoyer des newsletters, vous ne pouvez pas le faire sur les réseaux sociaux. En revanche, vous pouvez tout à fait le faire sur un site que vous maîtrisez. Et ça vous permet du coup de créer un fichier client que vous pourrez exploiter par la suite. Et on reviendra là-dessus dans quelques slides. Donc, comment créer un site vitrine ? Il y a 3 solutions principales qu'on peut lister pour vous aujourd'hui. La première, c'est le site gratuit et rapide. Donc là, c'est notamment avec Google, dans le cadre de Google My Business. Vous avez l'opportunité de créer un site web très rapidement et très facilement, avec des petits blogs que vous pouvez glisser, déposer sur une page. Vous pouvez rapidement mettre des informations. C'est très bien fait, très pédagogique, donc il n'y a pas besoin d'avoir de compétences informatiques pour le faire. Et il y a d'autres solutions payantes qui existent, qui permettent la même chose. On a peut-être déjà entendu parler des Dosso Local ou autres, qui permettent d'avoir un site rapidement pour pas très cher. Mais vous aurez un nombre de fonctionnalités limité par rapport à ce que vous pourriez faire avec un site plus développé. Ça reste effectivement assez limité. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les outils CMS comme WordPress ou PrestaShop, où là, c'est à vous de faire le site vous-même. Vous avez beaucoup de marge de manœuvre, vous pouvez faire plein de choses. Par contre, vous aurez très certainement besoin de prendre du temps pour vous former à cette utilisation, et la CCI comme la CMA peuvent vous aider sur ces questions-là. Et ensuite, vous avez le site créé par un prestataire, où là, vous pouvez tout faire, et vous avez aussi beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être proposées en plus par le prestataire. Mais naturellement, l'inconvénient, ça va être le coût de la solution, puisque naturellement, c'est beaucoup plus élevé que si vous faites les choses vous-même. Dans tous les cas, il y aura aussi des contraintes techniques, achat de nom de domaine, hébergement du site web. Ça sera aussi des choses auxquelles vous pouvez vous intéresser. Vous devrez vous intéresser, mais vous avez pas mal d'entreprises qui vous permettent de faciliter ces démarches. Ensuite, naturellement, la question du e-commerce. Donc, plusieurs solutions s'offrent à vous également. Vous pouvez faire du click and collect, avoir votre propre site de e-commerce. Donc là, c'est un peu comme le site vitrine, c'est un peu dans la même logique. Il y a des approches simples et limitées dans les fonctionnalités. Il y a des approches beaucoup plus complexes et plus chères. Et vous avez un peu l'entre-deux, c'est la place de marché où vous allez proposer vos produits ou vos services sur une plateforme qui est gérée par quelqu'un d'autre. Donc, pour parler d'abord du click and collect, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais l'idée derrière, c'est simplement de commencer une transaction en ligne et de la terminer en physique. Et il y a différents niveaux de en ligne et de en physique en fonction des dispositifs. Ça commence par la consultation de l'offre et le passage de la commande, où tout peut se faire en ligne avec une solution de paiement sur votre site web, par exemple. Il y a des solutions toutes faites que vous pouvez intégrer dans un site web. Ou alors, ça peut simplement être la prise de contact, montrer les produits, et puis vous pouvez finaliser la commande dans votre point de vente. Ensuite, vous avez la préparation de la commande. Ça, généralement, c'est plutôt physique et c'est plutôt chez vous, où il va falloir préparer la commande pour la réception par le client. Il va falloir gérer le stockage de la commande jusqu'à ce que le client vienne. Et ensuite, il y a la récupération de la commande qui est la partie physique. Mais pour tout ça, il faudra aussi informer en ligne le client de l'avancée de la préparation. Donc, c'est un mix effectivement de solutions online et offline que vous pouvez faire dans votre démarche. Et ça peut être très simple. Vous avez ici un exemple qui est l'exploitation par un fromager pendant le confinement du fait qu'il a une bonne communauté sur Facebook. Elle a dit, écoutez, on est fermé, mais si vous voulez du fromage, appelez-nous à ce numéro et on vous préparera un plateau à emporter. C'est aussi ça du click and collect. Ça peut être tout simple. Vous pouvez commencer facilement et réfléchir aux solutions techniques ensuite. Après, très rapidement, les places de marché. Donc, comme on dit, c'est pas vous qui gérez le site web, c'est une plateforme qui vous le propose et vous gérez les fiches de vos produits et de vos services.
L'avantage, c'est une solution clé en main sur laquelle vous aurez une audience beaucoup plus large que si vous faites un site tout seul dans votre coin, puisque forcément, les gens ne viennent pas que pour vous, ils viennent pour plein d'autres choses. Et vous êtes sur une plateforme qui va avoir des leviers de communication que vous n'avez pas, qui va pouvoir investir de l'argent sur de la publicité pour ramener plus de trafic. Et ça peut vous être très utile. Vous avez des kits de com qui sont fournis aussi pour vous aider à vous développer. Et tout un travail de fidélisation de la clientèle qui est réalisé par la plateforme. Donc ça peut être très intéressant. L'inconvénient, c'est que tout ça a un prix, puisque généralement, les plateformes se rémunèrent parfois avec un abonnement, mais surtout avec des commissions sur vos ventes. Donc, il faut prendre ça en compte dans le calcul de votre rentabilité. Vous avez minimum 5% de commission et ça peut monter jusqu'à potentiellement 30% du prix de vente hors taxe qui sera prélevé en commission. Et naturellement, vous avez beaucoup moins de liberté puisque vous êtes obligé de vous conformer au fonctionnement de la plateforme, comme c'est le cas quand vous communiquez sur les réseaux sociaux. Donc l'important, c'est de trouver vraiment la place de marché qui correspond à votre cible, à votre activité et à vos besoins, plutôt que de s'éparpiller sur plein de places de marché différentes. Parce que tout ça, c'est des choses qui vont vous demander du temps et qui vont vous demander aussi des compétences différentes. Quand vous vous lancez dans la vente en ligne, vous devez gérer votre inventaire, rédiger des fiches produits, gérer la communication du fait que vous êtes présent sur une place de marché, sur les différents moyens de contact que vous avez, et gérer toute la logistique. C'est des colis à préparer, des colis à envoyer et potentiellement des services après-vente à gérer par ailleurs. Mais on revient sur cette question effectivement de la stratégie commerciale qui va avec tout ça, qui repose notamment sur l'obtention d'un fichier client. Donc un fichier client, c'est simplement le fait d'avoir des informations sur une personne, donc une personne, un nom, un prénom, de connaître ses coordonnées de contact, son téléphone, son adresse mail, où elle habite, et aussi ses habitudes, est-ce qu'elle a déjà acheté chez vous, à quelle fréquence, quel est son panier moyen en général quand elle achète chez vous. Et ça vous donne plein d'informations finalement sur vos clients. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir mieux les connaître et mieux les contacter. Et ça vous permet quelque chose d'essentiel dans le commerce, que vous savez déjà, c'est de la fidélisation de la clientèle, puisque c'est beaucoup plus facile de fidéliser des clients et beaucoup moins cher que d'aller en permanence trouver de nouveaux clients. Quelque chose à savoir là-dessus, effectivement, comment exploiter un fichier client. D'abord, quelque chose à savoir sur le fichier client, c'est un fichier qui contient des données personnelles par définition. Vous avez des adresses postales, des adresses mail, des numéros de téléphone. Donc, il faut bien recueillir le consentement des personnes pour pouvoir utiliser ces données par la suite. C'est le fameux règlement général de la protection des données, le RGPD, qui vous oblige à demander le consentement pour utiliser ces données. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Et aussi, ça peut être un fichier Excel. Ça peut être simplement voilà, un tableur en se disant je vais avoir une colonne nom, une colonne prénom, une colonne adresse mail, etc. Mais il y a aussi beaucoup de solutions qui peuvent être payantes ou qui peuvent être gratuites, comme par exemple HubSpot, qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin, de créer vraiment des opportunités, de suivre les contacts que vous avez avec les clients, quand les contacter, que leur proposer comme message, organiser des campagnes d'emailing, ce genre de choses. Et tout ça, forcément, ça vous rend plus flexible, plus agile pour aller contacter le bon client au bon moment. Et ça vous permet de plus facilement générer des transactions. Puisque si vous allez contacter le client qui peut être effectivement intéressé au moment où il peut être intéressé, que vous lui proposez un contenu qui lui convient, ça marche beaucoup mieux que si vous envoyez un mail générique à absolument tout le monde sans se poser plus de questions. Et c'est là où on rentre effectivement dans l'exploitation. En ayant un bon fichier client utilisé correctement avec des outils numériques qui sont pertinents, vous pouvez développer des outils comme des newsletters ou décider de prise de contact individuelle à des moments opportuns pour délivrer les bons messages aux bons clients. Et naturellement, s'en servir aussi pour mieux les connaître et adapter aussi votre offre. Vous pouvez effectivement voir que potentiellement, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres auprès de vos clients, que ce soit dans vos produits ou dans la façon dont vous communiquez avec eux. Et l'idée, c'est de s'adapter au fil de l'eau pour devenir de plus en plus pertinent pour eux. Ensuite, dans les processus de production, là, on parle plus effectivement de la partie organisationnelle de votre entreprise. Et vous allez, pour beaucoup, vous commencez potentiellement seul votre activité. Quant à d'autres, vous avez déjà des salariés qui vont vous rejoindre dans votre aventure. Dans tous les cas, il va être nécessaire pour vous de définir des méthodes de travail et d'organiser la façon dont vous allez mettre en place ces méthodes. Et tout ça, c'est naturellement possible, comme on l'a toujours fait dans le commerce depuis des siècles et des siècles.
Mais vous pouvez aussi intégrer des outils numériques qui vont vous permettre de gagner du temps sur ces tâches non productives. Donc potentiellement en suivant ces encaissements d'une manière plus optimisée, en travaillant différemment la génération de factures ou de devis avec des systèmes qui vous permettent de passer beaucoup moins de temps et de gérer ses achats et de payer ses fournisseurs avec une solution connectée à vos comptes qui vous permet de passer beaucoup moins de temps sur ces problématiques-là. Et tout le temps que vous ne passez pas sur de la gestion, c'est du temps que vous pouvez passer sur d'autres choses, du développement de votre activité ou de la production pure et dure, qui vous permet de générer davantage de chiffre d'affaires en un temps identique. Et en parallèle de ce gain de temps qui peut être vraiment très rémunérateur, il y a également la possibilité d'accéder à des fonctionnalités nouvelles qui ne seraient pas possibles autrement et qui vous permettent d'aller plus loin dans le pilotage de votre entreprise. Donc des exemples qu'on a ici, c'est le fait d'optimiser sa stratégie de vente en fonction du suivi de sa performance et de sa trésorerie en temps réel. Si vous voyez que vous avez des moments où vous êtes plus en difficulté au niveau de la trésorerie, ça peut être intéressant de mettre le paquet dans ces moments-là sur vos offres les plus rentables. Mais pour savoir quelles sont les offres les plus rentables, il faut effectivement être capable de suivre ce qu'elles vous rapportent et ce qu'elles vous coûtent. Et pas simplement avoir un bilan comptable à la fin de l'année qui vous dit combien vous avez gagné sur l'année. Et ça, c'est possible avec des outils qui suivent à la fois vos achats, qui suivent vos encaissements et le temps que les clients vont mettre à vous payer. C'est ce qu'on appelle des ERP ou des logiciels de gestion qui vont vraiment connecter toutes les informations de gestion. Et de la même manière, vous pouvez aussi optimiser vos achats de matières premières en fonction de ces calculs de rentabilité. Si vous voyez que vous avez des produits qui vous génèrent pas mal de chiffre d'affaires, mais sur lesquels vous perdez de l'argent, et bien dans ce cas-là, va se poser la question de comment diminuer vos coûts dessus. Est-ce que vous pouvez organiser vos achats différemment? Mais c'est pareil, pour pouvoir faire cela, il faut effectivement être au courant que vous avez des produits qui sont plus rentables que d'autres. Et pour ça, il y a des outils de gestion qui sont vraiment intéressants pour aller beaucoup plus loin dans ces démarches. Et là, je vous ai juste mis un petit exemple effectivement de ce à quoi ça peut ressembler. Donc ici, c'est un outil qui s'appelle MySam, qui est un outil de la région, enfin un outil d'une entreprise privée mais basée dans la région, qui permet de suivre différents clients avec des affaires en cours avec ces clients-là, et qui vous permet de suivre la performance de votre entreprise, donc à savoir est-ce que vous avez un nombre de commandes en cours, donc un montant de commandes à venir suffisant par rapport à votre prévisionnel. Est-ce que vous avez des paiements qui sont en retard ou des devis qui n'ont pas été envoyés, des factures qui n'ont pas été payées de votre côté? Tout ça, ça peut être suivi par ce système qui se connecte à vos dépenses et à vos rentrées d'argent et qui vous permet du coup de piloter votre trésorerie d'une manière beaucoup plus intelligente. Et ça, c'est pas seulement une affaire de gain de temps, c'est vraiment un pilotage de l'entreprise qui va être beaucoup plus fin et qui va vous permettre d'être beaucoup plus stratégique dans la décision de sur quel projet vous allez passer du temps pour essayer d'améliorer votre activité. Voilà, on a fait le tour, il y avait beaucoup d'informations. J'espère que vous allez plutôt suivre et je vais laisser Corinne du coup conclure cette présentation. Oui, donc merci Geoffrey. Alors, on vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Il y en a déjà quelques-unes. On va y répondre très rapidement, enfin tout de suite. Bon, vous l'avez bien compris, hein, on pourrait parler des heures sur les outils numériques. Il y a une chose qui est sûre, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est aujourd'hui une obligation. C'est pas une option, c'est une obligation. Hein. Donc, on a des solutions gratuites, on a des solutions freemium, on a des solutions payantes. Ce que vous pouvez faire si vous recherchez des applications, des logiciels, c'est vous rendre, je vous en ai parlé au début de mon intervention tout à l'heure, vous pouvez vous rendre sur la marketplace des CCI de France qui s'appelle CCI Store et vous aurez classé par rubrique de la performance, du commercial, des formalités, vous aurez du juridique, vous aurez des solutions accessibles en ligne, gratuites ou payantes, hein, suivant les solutions proposées. Donc allez faire un petit tour, ça vous donne quand même des idées et on se rend compte qu'il y a plein d'applications qui sont faciles d'accès, qui coûtent pas cher et qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup dans votre quotidien.
N'hésitez pas à nous contacter, Geoffrey, Thomas et moi-même, nous sommes là pour vous conseiller, pour vous accompagner. Vous avez aussi tous les conseillers CCI, CMA qui vous accompagnent dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc vraiment, on est là pour vous, hein. Faut pas hésiter à nous solliciter. On va peut-être regarder tout de suite, Geoffrey, si tu veux bien, quelques questions. Notamment, il y a une personne qui nous dit qu'on n'a pas parlé de YouTube. On n'a pas parlé de YouTube, effectivement. YouTube peut être très intéressant. Notamment parce que le format vidéo, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui fonctionne sur toutes les plateformes d'ailleurs, mais qui fonctionne tout particulièrement sur YouTube, qui est une plateforme vidéo. On n'en a pas parlé parce que c'est aussi quelque chose qui demande peut-être plus d'investissement en termes de temps réellement, parce que sur YouTube, vous allez avoir des attentes de vidéos qui sont quand même assez importantes. C'est pas toujours facile d'émerger. Si vous voulez faire de la vidéo, je vous le conseille vraiment, mais potentiellement, dans un premier temps, au moment de la création, peut-être plus s'en servir sur d'autres plateformes, comme par exemple, si vous communiquez sur Facebook ou sur Instagram, n'hésitez pas à filmer des vidéos, même très simples, de vous en train de parler en face cam sur ce que vous faites, vous êtes en train de vous lancer, donc dire que les travaux avancent dans votre point de vente ou ce genre de choses. Ça fonctionne très bien. YouTube, très pertinent, mais effectivement, peut-être dans un second temps où vous êtes déjà plus installé et vous savez ce que vous voulez dire comme message, vous voulez vraiment faire du contenu un peu plus qualitatif en termes de vidéo pour montrer ce que vous faites, là, YouTube peut être très pertinent. Très bien. Alors, on nous dit aussi, alors on nous demande évidemment s'il y a des aides financières pour digitaliser son entreprise. Alors, il y a deux choses. Il y a les aides dont vous pouvez bénéficier quand vous créez votre entreprise, et notamment pour les investissements que vous allez faire. Et puis après, il y a des aides, certaines aides qui sont en rapport avec un type d'investissement et auxquelles vous pouvez prétendre, pour certaines en fonction de votre durée d'existence. Donc, oui, il y a des aides, mais répondre comme ça d'une façon très précise, c'est peut-être un petit peu prématuré, parce que les aides, on les a toujours en fonction du projet. Voilà, donc c'est quelque chose de trop général. Alors, actuellement, on a encore autre chose, mais c'est pour les entreprises qui sont déjà immatriculées. On a des aides pour le numérique, puisque vous savez qu'on a des nombres de commerces, malheureusement, dits non essentiels, sont soumis à une contrainte de fermeture administrative. Donc là, il y a des aides pour digitaliser son commerce. Mais dans ce cas-là, vous voyez, c'est pour des entreprises qui sont déjà créées. Alors, vous, ce serait peut-être pour de la création, et là, on va se reporter sur des aides à la création. Donc, encore une fois, rapprochez-vous de nous, rapprochez-vous de votre conseiller à la création d'entreprise, et on regarde dans le détail quelle est l'aide qui peut correspondre. Voilà. Je crois qu'on a vu aussi une question sur le RGPD, où trouver de l'information. Alors là, très simple, vous allez sur le site de la CNIL, cnil.fr, c'est la Bible de tout ce qui est protection des données. Il y a des pages et des pages sur le RGPD, donc vous allez tout trouver. Vous devez, pour être conforme au RGPD, vous devez tenir un registre de traitement et déclarer les activités pour lesquelles vous collectez les données. Tous ces documents sont sur le site de la CNIL, donc allez-y, c'est simple, c'est gratuit. Voilà. Voilà, je vois une question également, comment faire pour que toutes ces activités numériques ne deviennent pas trop chronophages. Il y a une problématique de temps qui est certaine. Dans un premier temps, je pense qu'il faut aussi garder en tête l'intérêt économique qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ça va vous prendre du temps, mais ça va vous permettre de générer du chiffre d'affaires et du lien avec vos clients, notamment dans les périodes difficiles. Avoir un lien de proximité fort avec ses clients, c'est quelque chose de très valorisant pour l'entreprise. Et derrière, je vous invite à regarder notamment des solutions qui peuvent vous permettre d'automatiser ça. Par exemple, pour les posts sur les réseaux sociaux, il est tout à fait possible de s'y mettre 1 heure, 2 heures en début de semaine et de programmer tous ces posts pour la semaine. Comme ça, les posts vont se faire automatiquement sur vos différentes plateformes sociales. Donc, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas tout dire dans ce webinaire, mais informez-vous aussi sur les moyens d'automatisation qui existent pour ces différentes pratiques. Et souvent, en fait, c'est des solutions, si vous les utilisez correctement, qui vont vous faire gagner du temps sur d'autres choses, notamment
toujours pour prendre l'exemple des réseaux sociaux, ça peut vous faire gagner du temps sur de la prospection de clients par ailleurs, puisque vous allez connecter avec eux directement via le numérique. Une question sur les caisses enregistreuses. Alors, dans le cadre de la gestion d'un e-commerce, actuellement sur PrestaShop avec une boutique physique, quel logiciel de caisse enregistreuse conseillez-vous? Alors, je n'ai pas forcément de logiciel en particulier à vous conseiller. La loi vous oblige à avoir une caisse enregistreuse certifiée effectivement depuis 2018 à un certain niveau pour collecter l'information dans le cadre de vos ventes en point de vente. Certaines solutions vous permettent d'aller plus loin que d'autres dans l'analyse de vos ventes. Donc, ça va dépendre aussi de ce que vous souhaitez faire derrière avec votre site de e-commerce. Mais c'est vraiment les fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre démarche, de calculer les paniers moyens de vos clients, la fréquence à laquelle ils viennent acheter, quels sont les produits qu'ils achètent le plus. Donc, c'est difficile de donner un conseil unique, mais vraiment de voir ce qui est compatible avec votre solution PrestaShop dans un premier temps, ce qui rentre dans votre budget et ce qui offre des fonctionnalités qui ont un réel intérêt économique pour vous. Je ne vois plus d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Geoffrey, je vois qu'il est 11h15. Donc, on vous laisse encore quelques secondes si vous avez une dernière question à nous poser. C'est vrai que on pourrait parler des heures. Hein. On pourrait parler des heures. Bon, le tout, c'est de vous donner quand même les points clés, les points d'attention qui nous paraissent vraiment indispensables par rapport à l'expérience qu'on a aussi dans l'accompagnement des entreprises, dans l'accompagnement des créateurs. Bien évidemment, c'est pas fermé, c'est pas exhaustif. Donc, encore une fois, vous avez nos coordonnées, vous allez pouvoir revisionner ce webinaire puisqu'il va être mis en ligne. Donc, n'hésitez pas, revenez vers nous. Faites-vous accompagner, je pense qu'on peut le dire. Geoffrey, c'est vraiment important parce qu'on voit quelquefois des entreprises qui nous sollicitent parce qu'elles sont en difficulté et elles se sont pas, en fait, elles ont créé rapidement, elles se sont pas forcément faites accompagner et après, bah, c'est plus compliqué quoi de redresser la barre. Donc, on est là pour ça, la chambre de commerce, la chambre de métier, on est là pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. Un grand merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et puis, une très bonne fin de Salon Go et de journée. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.